Bonjour à tous. La tension ne baisse toujours pas en France au lendemain de l'assaut Vendredi lancé à 13 novembre, Saint-Denis par la police dans le cadre de l'enquête sur les attentats de vendredi dernier. L'identité des deux personnes tuées par la police n'a toujours pas été déterminée. Les opérations se poursuivent sur place pour mettre la main sur les personnes impliquées d'une façon ou d'une autre dans ces attaques. Dans quelques heures, les députés français vont réfléchir sur un projet de loi visant à prolonger l'état d'urgence de 3 mois et à adapter la Constitution à la situation actuelle. Pendant ce temps, la France et la Syrie continuent les frappes sur les positions de l'État islamique à Rafah, en Syrie. Le porte-avions Charles de Gaulle, lui, avance vers les côtes syriennes avec 18 rafales à son bord. Des violences également au Nigeria. 2 femmes kamikazes se sont fait exploser hier dans un marché de Kano, une région où opère la secte islamique Boko Haram. L'attaque a fait au moins 14 morts mardi. Un attentat à la bombe avait déjà causé la mort d'une dizaine de personnes à Yola, dans le nord-est du pays. Alexis Ouedraogo. le nord du Nigeria est encore frappé. Mardi, à Yola, ville située au nord-est du pays, un attentat à la bombe a été perpétré. L'attaque a fait au moins 30 morts. Même s'il n'est pas encore revendiqué, les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Ces derniers mois, il a commis plusieurs attaques suicides dans la zone. Selon la Croix-Rouge et l'agence nigériane de secours, la bombe a explosé au milieu d'une foule, des personnes qui revenaient pour la plupart de la prière du soir aux environs de 20h30. Cet attentat intervient quelques jours seulement après la visite du président nigérien Muhammadu Buhari dans la ville. Le président nigérien avait déclaré que l'organisation islamiste Boko Haram était sur le point d'être vaincue. Le groupe salafiste qui a prêté allégeance à l'État islamique l'an dernier est implanté dans la région depuis maintenant de nombreuses années. Hormis le Nigeria, le groupe frappe également des pays comme le Cameroun, le Tchad et le Niger voisin. À ce jour, il a fait 2,6 millions de déplacés et causé la mort de plus de 17 000 personnes. Et les violences en France, on en parle encore. Un enseignant d'une école juive a été blessé hier à Marseille. Des blessures dues à plusieurs coups de couteau. Ces agresseurs avançaient des propos antisémites. Une jeune musulmane également a été blessée au thorax, toujours à Marseille. Son agresseur lui reprochait le port du voile musulman. Retour en Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes a été adopté ce mardi en commission. Les enjeux de l'adoption de ce projet de loi avec Michel Digré. En vue de se conformer aux dispositions de l'article 12 de la loi 2014-681 du 22 septembre 2014 portant budget de l'État pour l'année 2015, il importe de faire ratifier l'ordonnance numéro 2015-228 par l'Assemblée nationale avant la fin de la deuxième session parlementaire. Ce sont en ces termes que le ministre Sidi Touré a présenté la nécessité de la ratification par le Parlement de l'ordonnance portant création de l'Agence Emploi Jeunes. Une ordonnance adoptée en Conseil des ministres en avril 2015 et signée par le président de la République. Il s'agissait alors pour le gouvernement de mettre en place, et ce en urgence, une structure essentiellement destinée à la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes. L'objectif visé par la création de ces structures dotées de la personnalité morale et l'autonomie financière est d'éviter la dispersion des efforts de l'État en garantissant une plus grande synergie entre les différents programmes et initiatives en vue d'assurer l'orientation stratégique, la coordination pragmatique, l'impulsion des initiatives d'emploi au profit des jeunes, le contrôle et le suivi-évaluation. Le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence Emploi Jeunes comporte un article unique. Il a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale.
Voilà, et puis notez que les députés ivoiriens entament dans quelques heures seulement une marche de soutien au peuple français. Les préfets de police, les directeurs centraux et leurs partenaires en séminaire à l'École nationale de police, un séminaire sur la validation du plan stratégique 2015-2016 des services de police. Il s'agit de bâtir une police nouvelle. À Boussanou. Bâtir une nouvelle police composée de policiers professionnels, respectueux des lois et des droits de l'homme, résolument au service de la population. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers le séminaire de validation du plan stratégique 2015-2020 de l'Inspection générale des services de police. Ce séminaire va donc permettre, durant 3 jours, de réfléchir sur un document qui précise pour les années à venir les principaux objectifs et les principaux types d'actions et de moyens que l'Inspection générale des services de police mettra en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Nous aurons à disposition une procédure d'audit qui sera connue de tous, une procédure de lutte contre les fautes et une procédure spéciale de lutte contre le racket. La réforme du secteur de la sécurité engagée par le gouvernement depuis 2011 a permis des améliorations dans le fonctionnement et les pratiques de la police nationale. La suppression des barrages anarchiques permettant une plus grande fluidité de la circulation. La suppression des contrôles intempestifs des pièces, des personnes et des véhicules sur l'exaxe routier. Baisse notable du racket routier, amélioration de l'accueil des usagers dans les services de police. Les partenaires de l'Inspection générale des services de police s'engagent à l'accompagner sur ce nouveau chantier. Nous, en tant qu'usagers de la route, partenaires privilégiés donc de cette police-là, nous sommes satisfaits et rassurés de voir que depuis la hiérarchie jusqu'au niveau du gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises pour que non seulement les routes soient fluides, mais aussi et surtout pour que le rapprochement de l'administration policière de l'administration privée que nous composons en partie soit effectif. L'audit des services de police, la lutte contre les fautes qui affectent l'image de la police nationale et la lutte contre le phénomène du racket sont entre autres les thèmes qui seront débattus au cours de cet atelier. Les semenciers ivoiriens également en conclave pour améliorer la production agricole ivoirienne. Un séminaire autour de la question. Ayam Soukro, on en parle avec Léon Bro. Trop tôt pour la famille Mbra d'estimer la production de son champ de légumes, même si les semences utilisées pour les pépinières ont été de bonne qualité. Il lui faut s'assurer que les plants sont également de bonne qualité à l'issue de ce nettoyage. Pour ce qui est de la semence, nous suivons véritablement ce qui nous est conseillé lorsque nous partons l'acheter. Lorsque la pépinière n'est pas bien faite, c'est là qu'il y a un raté. La bonne qualité de la semence et des plants pas toujours assurée et pourtant elle contribue pour 30 à 40% à une bonne production agricole selon Africacide, l'ex-réseau semencier africain et le ministère de l'Agriculture. Ces deux institutions s'activent pour empêcher désormais la mise à disposition de semences et de plants de mauvaise qualité, encore que les surfaces culturales se réduisent de plus en plus. Voilà qui explique ce renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs semenciers ainsi que les agents du laboratoire d'analyse de semences végétales. Les maladies sont prises en compte, les attaques sont prises en compte, les variétés, la nature, la pureté, tous ces éléments sont pris en compte. Cette formation veut contribuer à redimensionner la responsabilité des uns et des autres, à faire en sorte que les techniciens semenciers se sentent véritablement responsables de ce qui peut arriver si le travail n'est pas bien fait. En 4 jours, les acteurs de la filière semencière devront être outillés à la maîtrise des techniques de contrôle et de certification des semences et plants, tout comme l'environnement juridique d'exercice de leur métier. À terme, ils seront assermentés et leur effectif étoffé, des dispositions pour une efficacité dans la mise en œuvre de la politique semencière nationale. Des fosses septiques pleines de déchets à proximité des domiciles, triste réalité dans la commune d'Abobo. Un danger permanent pour les populations. Leur cri de cœur a été rapporté par nos équipes. Nous sommes au Colatier, un sous-quartier dans la commune d'Abobo. Sekou Kone, propriétaire de cour, vient de vider sa fosse septique. Il a déversé son contenu dans un trou, tout juste devant son domicile. On est obligé de chercher une place juste un peu à côté de la cour et puis creuser
est déversé dans le trou. Et quand il pleut comme ça, là, on ouvre même le tuyau qu'on a connecté sur la route et l'eau sort. Tout ça, c'est risquant. Mais on va faire comment? Cette pratique est de plus en plus récurrente dans la plupart des quartiers de la commune d'Abobo. Une fois ces latrines remplies, les propriétaires de cours louent les services des éboueurs qui déversent ces déchets dans les fosses qu'ils creusent sur les voies publiques ou même aux alentours des habitats. Au lieu et place des véhicules de vidange. Ce genre de boulot, on le fait pas. Souvent, c'est un peu difficile. Malgré les maladies, surtout ce qu'il y a, de se cacher pour faire monnaie, c'est un peu gênant. Il y a des amis qui ont eu la fièvre typhoïde, des choléra, ils sont décédés. Mais ce n'est pas manque de moyens qui fait qu'on est obligé de faire ce genre de boulot. Ces fosses qui restent ouvertes plusieurs jours causent d'énormes désagréments aux populations. Nos enfants jouent là, c'est dangereux pour la population. Ça nous crée les maladies. Il n'y a pas de passage des voitures de vidange de façon régulière. C'est chaque locataire fait comme il peut. Face à cette situation d'insalubrité qui peut être facteur de maladie, la municipalité doit avoir pris des dispositions. Le 15 mai 2009 déjà, vu le constat pertinent de ces questions sur l'ensemble, n'est-ce pas, de territoire communal, et sur instruction de monsieur le maire, il y a un travail qui avait été fait. Un travail qui a été fait, n'est-ce pas, qui a fait l'état des lieux de l'ensemble, n'est-ce pas, des sources d'insalubrité au niveau de la commune et qui a donné lieu à la prise d'un arrêté municipal. C'est l'arrêté municipal numéro 38, MABSG DT SDECV, n'est-ce pas, du 15 mai 2009, qui contient toutes les mesures à prendre, n'est-ce pas, pour combattre ces fléaux. En attendant le respect des mesures arrêtées par la mairie, une réalité demeure. Ces fosses septiques sont encore là. Transition humanitaire et réflexion éthique en Côte d'Ivoire, quel regard, quelle perspective? Autour de ce thème se tient un séminaire initié par le Fonds de la Croix-Rouge française, un séminaire débuté donc hier au Centre de recherche et d'action pour la paix, le CERAP. Herman Yamer. Le président du Fonds Croix-Rouge française, Jean-François Mattei, veut rendre les États africains et les ONG nationales plus autonomes vis-à-vis des grandes organisations humanitaires internationales. Il veut mettre fin au paternalisme. Il propose donc la transition humanitaire. La transition humanitaire veut exprimer le fait que désormais, les pays qui sont aujourd'hui bénéficiaires de l'aide humanitaire doivent assumer eux-mêmes leurs propres responsabilités vis-à-vis des populations vulnérables dont ils ont la charge. Alors cela va se faire par un transfert de compétences, par la formation. L'ex-ministre français de la Santé précise que 50 ans après les indépendances, certains pays africains aimeraient bien qu'on leur passe le relais et qu'ils puissent assumer eux-mêmes la responsabilité de l'aide pour leur propre population. C'est donc pour mieux faire comprendre le concept transition humanitaire et outiller les acteurs locaux au mécanisme de recherche de financement que ce séminaire se tient à Abidjan après celui organisé à Dakar au Sénégal. Ce séminaire va apporter beaucoup en ce sens que nous avons maintenant des scientifiques qui vont réfléchir et ça c'est quelque chose qui manquait. Une soixantaine de personnalités et d'experts de l'aide participent à ce séminaire de 2 jours. Il a pour thème transition humanitaire et réflexion éthique en Côte d'Ivoire. Quel regard, quelle perspective? Des journalistes économiques étaient en formation sur le cycle des projets financés par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Les travaux ont eu lieu sur 2 jours, du 17 au 18 novembre. Le compte-rendu de Juliette Ouya. Une trentaine de journalistes économiques à l'école de la Banque ouest-africaine de développement. Ce mardi 17 novembre, ils sont allés se familiariser avec le cycle des projets financés par l'institution. Il s'agit pour la BOAD d'expliquer aux médias les différentes actions qu'elle mène dans les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont la Côte d'Ivoire. Quand on parle de BOAD, les journalistes ont l'impression que les actions de la BOAD se limitent aux cérémonies de signature. Nous avons d'abord la phase d'identification du projet jusqu'à son entrée en portefeuille. Nous avons la phase dite d'évaluation. Là, les équipes du siège se déportent sur le terrain pour venir s'entretenir avec toutes les parties prenantes du projet. Et la phase de négociation
Après cette phase de négociation, intervient, n'est-ce pas, la finalisation du dossier pour sa soumission à notre conseil d'administration. La deuxième journée, le mercredi 18 novembre, va porter sur les politiques et procédures de passation des marchés. Mais déjà à l'issue de la première journée, les journalistes économiques de la presse audiovisuelle, écrite et en ligne, expriment leur satisfaction. La Banque BOAD a bien fait d'instruire cette formation pour pouvoir mieux informer les journalistes, pouvoir relayer l'information auprès de la population. L'intérêt donc de cette rencontre est de nous informer sur la gamme des produits que la BOAD propose, toutes les infrastructures qui ont été réalisées en 40 ans et tous les projets à venir. Ce que j'ai pu retenir, c'est la procédure de financement d'un projet de développement concernant les demandes des États et les demandes des personnes physiques ou bien des personnes morales, du privé comme du public. Pour mémoire, au 30 septembre 2015, la Banque ouest-africaine de développement a financé 736 projets publics et privés dans la zone UEMOA pour un montant global de 3 357 milliards de francs CFA. Une page religion pour terminer, des échos de la célébration de la journée mondiale de la jeunesse étudiante catholique, le bilan des activités, la lutte contre la cybercriminalité, les grossesses en milieu scolaire et universitaire au cœur de l'événement. Armand Bowie, Patricia Omouetia. La célébration de la journée de la jeunesse étudiante catholique GEC, qui d'ordinaire était nationale, passe à une autre étape en devenant internationale. La première édition est donc célébrée ce mercredi. Une occasion pour la GEC de faire un bilan partiel de ses actions. Ce que nous avons fait, c'est plus la sensibilisation et nous sommes en train de vulgariser la loi qui a été prise sur la lutte contre la cybercriminalité. La jeunesse étudiante catholique note comme résultat de ses actions la formation d'une centaine de jeunes à l'utilisation efficiente des TIC. Plus de 200 jeunes filles ont pris l'engagement de se préserver et terminer leurs études. Les actions et toutes les autres sont appréciées par des responsables d'ONG et des membres de la jeunesse étudiante catholique. C'est un programme important, les grossesses en milieu scolaire. Parce que comme vous le savez, quand un enfant est arraché très tôt de son enfance, vous savez que c'est un problème de développement qui se pose. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'élaborer par exemple un plan d'action, ce qui n'est pas enseigné à l'école, mais qui grâce à la GEC, j'ai pu rencontrer cet intéressant outil de travail là qui permet donc de planifier toutes ces actions là aujourd'hui. Nous, en tant que jeunesse étudiante catholique, nous faisons tout pour que nous soyons un modèle. Quand nous serons dans un milieu, il faudrait que nous soyons identifiés par notre habit, notre vêtement de G6, enfant de Dieu. Créée en Belgique en 1928, la GEC a été implantée en Côte d'Ivoire en 1949. Elle compte 303 sections, 3016 membres et est présente dans tous les diocèses du pays. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Christelle Meled. RTI 1, la chaîne qui rassemble.